Le matin où mes parents ont cédé leur maison à ma sœur pour son mariage, personne ne m'a appelé. Je l'ai découvert grâce à la facture du photographe de mariage, contre toute attente, qui m'avait été transférée, parce que c'est moi qui gère l'argent de la famille. Pendant 5 ans, j'avais payé le prêt hypothécaire de cette maison. 5 années de virements discrets, pour que mes parents ne perdent pas l'endroit où j'avais grandi. Ils l'ont donné en une seule après-midi, et n'ont même pas pensé à mentionner mon nom. Je tiens les comptes des autres pour gagner ma vie. Je n'aurais simplement jamais cru que j'aurais à ouvrir les miens pour ma propre famille. 2 mois plus tard, ils ont demandé à emménager dans ma maison au bord du lac. Quand j'ai dit non, ma mère s'est contentée de sourire, et elle est partie. Et le lendemain matin, il y avait un officier de police, debout sur le pas de ma porte. Je m'appelle Tori Sinclair, et j'ai 34 ans. Je possède un petit cabinet de comptabilité, dans une ville de la banlieue de Dayton, dans l'Ohio. Ce n'est pas très glamour. Je pointe les comptes de dentistes, de paysagistes, et d'une boulangerie qui n'arrive jamais à retrouver ses propres reçus. Les gens pensent que les chiffres sont froids. Moi, je pense que les chiffres sont la chose la plus honnête, dans une pièce remplie de gens qui se mentent à eux-mêmes. Je suis la personne stable. C'est le mot que ma famille a toujours utilisé pour me décrire. De la même façon qu'on décrirait une voiture fiable. Stable. Tori. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Elle ne se plaint jamais. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai porté ce mot comme s'il s'agissait d'un compliment, parce que se sentir utile semblait assez proche du fait d'être aimé. Il y a 5 ans, mon père m'a appelé un mardi soir. Je m'en souviens, car le mardi était le jour où je clôturais les comptes de la semaine, et j'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie. Sa voix sonnait faux. Trop prudente. Il m'a annoncé qu'ils avaient 3 mois de retard sur le prêt de la maison, que la banque avait envoyé une lettre avec un mot qui l'effrayait, et qu'il ne savait pas comment l'annoncer à ma mère. Je suis resté assise là, mon stylo toujours à la main. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il n'avait pas mieux planifié les choses. J'ai simplement répondu que j'allais aider, mais je lui ai précisé que je le ferais à ma manière, et il était tellement soulagé, qu'il n'a pas demandé ce que cela signifiait. Ma manière était simple. J'ai commencé à couvrir le prêt hypothécaire dès le mois suivant, en payant directement le créancier, pour que rien ne passe à travers les mailles du filet. Mais j'ai aussi fait ce que ma profession avait inculqué à mes mains. J'ai rédigé un petit mot chaque année, un billet à ordre, dans un langage simple. Pas besoin d'avocat pour la version de base. Il y était stipulé que l'argent que j'envoyais pour la maison était un prêt, et non un don, et que mes parents en reconnaissaient le montant. Je l'ai imprimé sur du papier ordinaire. Je l'ai apporté au dîner du dimanche, avec un stylo. Je leur ai dit que c'était pour avoir des impôts en règle, que le fisc devenait nerveux face aux gros transferts familiaux, et que je ne voulais pas de maux de tête à l'arrivée du mois d'avril. Et cette partie était même vraie. Ma mère a balayé l'idée de la main, et a dit que je m'inquiétais trop. Mon père a mis ses lunettes de lecture, puis les a retirées, et a signé sans vraiment regarder. Ils ont signé tous les deux. Chaque année, à la même table de cuisine, avec le même stylo, et le même petit discours sur les impôts. Ils n'ont jamais lu au-delà de la première ligne. Pour eux, c'était juste de la paperasse. Le genre de choses que la fille qui s'occupe des chiffres a toujours sur elle. Pour moi, c'était la seule façon que je connaissais d'aimer quelqu'un, tout en me protégeant en même temps. J'ai classé chaque billet dans une boîte en plastique rigide, sur l'étagère du haut du placard de mon bureau. À la 5e année, il y avait 5 feuilles à l'intérieur, plus des relevés bancaires imprimés, avec chaque virement surligné en jaune. Je ne considérais pas cela comme une arme. Je le voyais comme une mémoire. Je n'ai simplement jamais appris comment jeter une promesse. Cette boîte est restée intacte pendant des années, jusqu'à l'après-midi où ma sœur s'est fiancée. Je devrais vous parler de la maison du lac, parce que tout le monde dans ma famille en a une version qui n'est pas vraie. Il y a 4 ans, j'ai décroché le plus gros contrat de ma carrière. Une chaîne régionale de cliniques vétérinaires m'a engagé, pour nettoyer une décennie de comptes emmêlés, et ce travail m'a rapporté plus que je n'avais jamais gagné en une seule fois. Je n'ai pas acheté de voiture. Je n'ai pas fait de voyage. J'ai acheté un petit chalet de 2 chambres sur le lac Loram, à 40 minutes au nord de la ville, car j'avais toujours voulu un endroit tranquille, d'où personne ne pourrait prélever un paiement. Je l'ai mis à mon nom, uniquement à mon nom. J'en ai payé la majeure partie en espèces, et j'ai financé le reste moi-même. Le premier été,
j'ai fait l'erreur d'inviter mes parents, pour y passer une semaine. Ma mère est tombée amoureuse du ponton, et de la façon dont la lumière se reflétait sur l'eau, à 6 heures du soir. Ils sont revenus l'été suivant, puis celui d'après. Et quelque part au fil du temps, le vocabulaire a changé. Ce n'était plus l'endroit de Tori. C'est devenu la maison de famille au bord du lac, le chalet où nous allons. Ma mère parlait à ses amis de notre petit coin sur l'eau, comme si elle en possédait la clé. Et je ne l'ai jamais reprise, parce que corriger ma mère devant ses amis, était une chose dont on m'avait dissuadé, dès l'âge de 9 ans. Je me disais que peu importait le nom qui figurait sur l'acte de propriété. Une maison est une maison. Je la laissais s'approprier l'histoire. Je ne comprenais pas encore, que l'histoire était justement là tout l'enjeu. Celui qui possède l'histoire, croit posséder la maison. Ma sœur Megan a 5 ans de moins que moi, et elle s'est fiancée au printemps, avec un homme nommé Brent Wallace. Brent vend des assurances commerciales, et il en parle de la même façon que certains hommes parlent de la guerre. Ces fiançailles ont transformé ma mère en une personne différente, plus légère, plus affairée, rayonnante d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Soudainement, il y a eu des menus, des lieux de réception, et une couleur appelée vert sauge grisé, dont j'entendais parler en permanence. J'étais heureuse pour Megan. Je veux que ce soit clair. Mais en l'espace de 2 semaines, une gravité familière s'est installée. Celle-là même qui avait structuré toute ma famille, depuis ma tendre enfance. Quoi que Megan demande, j'allais devoir y pourvoir discrètement. Ma mère l'a décidé à la table de la cuisine, penchée sur un classeur de plans de table, sans même lever les yeux. Tu vas aider pour les acomptes, n'est-ce pas, Tori? Tu es la personne stable. Megan a besoin d'aide. Elle l'a affirmé comme une évidence sur la météo, et non comme une question. J'ai senti ce vieux réflexe me traverser. Le bruit se formait déjà, avant même que je n'ai décidé quoi que ce soit. Megan a besoin d'aide. J'avais entendu cette phrase sous une centaine de formes, au cours de ces 30 dernières années. Megan a besoin de la chambre la plus grande. Megan a besoin de la voiture pour le week-end. Megan traverse un semestre difficile, sois indulgente avec elle. J'étais celle qui n'avait besoin de rien, ce qui, je l'ai compris peu à peu, signifiait que j'étais celle dont les besoins étaient invisibles. J'ai répondu que j'allais examiner les chiffres. Ma mère a souri, satisfaite, et a tourné la page. Je suis rentré en voiture à mon appartement ce soir-là, et je suis resté assise dans le noir pendant un moment. Quelque chose se préparait. Je pouvais le sentir, de la même manière qu'on sent un orage poindre dans l'air. Je ne savais juste pas, que cela arriverait en portant un smoking. Voici la partie qui est difficile à expliquer, à ceux qui ont grandi en se sentant désirés. Être la personne stable, ce n'est pas la même chose qu'être aimé, mais c'est suffisamment proche, pour que l'on finisse par arrêter de chercher la différence. J'ai construit ma vie d'adulte tout entière, autour du fait d'être la personne sur laquelle on pouvait compter. J'ai payé le prêt de la maison. J'ai fait les impôts de tout le monde gratuitement. J'étais le contact d'urgence, le taxi pour l'aéroport, la garante. Et en échange, j'avais le droit de me sentir indispensable, ce qui, lorsque l'on est affamé d'affection, est un substitut parfaitement acceptable au fait d'être chéri. Mais être indispensable, est une forme très silencieuse de solitude. On apprend que personne ne demande à un mur porteur, comment s'est passée sa journée. On s'y appuie, tout simplement. Pendant 5 ans, je me suis adossé à cette maison pour la soutenir, et pas une seule fois, quelqu'un ne m'a dit merci d'une manière qui lui aurait coûté le moindre effort. Je n'avais pas besoin de ce remerciement. C'est ce que je me disais. J'avais besoin du travail, de la preuve, des reçus. Tant que les chiffres s'équilibraient, j'allais bien. Ce printemps-là, pendant les préparatifs du mariage de Megan, j'ai commencé à ressentir un sourd bourdonnement d'angoisse, que je n'arrivais pas à nommer. Ma mère n'arrêtait pas de poser des questions l'air de rien. Combien la maison du lac avait-elle coûté, déjà? Est-ce que la chambre du haut avait son propre chauffage? Est-ce que le ponton pourrait un jour supporter un fauteuil roulant, juste au cas où? Je répondais à tout cela avec légèreté. Je me disais qu'elle devenait sentimentale, avec l'âge. J'en ai même parlé à mon amie Nina, une assistante juridique que je connais depuis l'université, elle m'a lancé un long regard par-dessus son café, et m'a dit, « Assure-toi que tes papiers soient en règle, Tori. » J'ai ri. Je lui ai répondu, « Mes papiers sont toujours en règle. » Je ne savais simplement pas encore,
pourquoi j'en aurais besoin? Le mariage a eu lieu en juin, dans une grange décorée de guirlandes lumineuses, et avec, précisément, ce fameux verre sauge grisé absolument partout. J'en ai payé une plus grande partie, que ce que je ne l'avouerai ici. Je me suis assise à une table familiale, près du devant de la scène, j'ai applaudi au bon moment, et j'étais sincère la plupart du temps. Meghan était magnifique. Puis, pendant les discours, mon père s'est levé. C'était inhabituel. Mon père n'aime pas se lever devant une assemblée. Il tenait dans sa main un papier qui tremblait légèrement, il s'est raclé la gorge 2 fois, et ma mère le regardait, avec une fierté si féroce qu'elle en était presque effrayante. Il a déclaré que lui et ma mère voulaient offrir à Meghan et Brent un cadeau pour démarrer leur vie, quelque chose de durable, quelque chose qui dirait « cette famille prend soin des siens ». Et ensuite, il l'a lâché, ils offraient la maison aux jeunes, la maison familiale, entièrement payée et libre de toute dette, cédée officiellement cette semaine-là, afin que les jeunes mariés n'aient jamais à se soucier d'un loyer ou d'un propriétaire. Comme le font habituellement les jeunes couples. La grange a explosé de joie. Les gens se sont levés. Quelqu'un a pleuré. Brent a mis la main sur son cœur, comme s'il venait d'être adoubé chevalier. Ma mère rayonnait en me regardant, oui, en me regardant moi, comme si j'étais censé être la personne la plus fière de toute la salle. Et je suis restée assise, parfaitement immobile, une flûte de champagne se réchauffant dans ma main, faisant la seule chose que je sache faire quand je suis sous pression. J'ai fait le calcul. La maison qu'il venait de donner, soi-disant libre de toute dette, était cette même maison que j'avais portée sur mon dos pendant 5 ans, juste pour qu'elle puisse encore exister, et être offerte. Personne, dans cette grange, ne le savait. Mes parents avaient tout simplement oublié de faire le report de cette dette. Je n'ai pas fait de scandale. Faire un scandale n'a jamais fait partie de mon vocabulaire. Et d'ailleurs, qu'aurais-je bien pu dire? J'ai couvert le prêt qui a sauvé la maison, que vous venez tout juste d'offrir à quelqu'un d'autre, devant 200 invités et un quatuor à cordes. Non. J'ai souri, et j'ai applaudi, parce que je suis très, très doué, pour faire ce que ma famille m'a appris. Mais sous la table, ma main libre s'était refermée en un poing si serré, que mes ongles ont laissé 4 petits croissants de lune gravés dans ma paume. Je les ai découverts le lendemain matin, et j'ai failli en rire. 5 ans. Ce mot n'arrêtait pas de se répéter, comme un compteur bloqué. 5 années de paiement, devenues invisibles à la seconde même, où l'on n'avait plus besoin de moi. Je veux faire une pause ici, car je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez, avez été le mur porteur de votre propre famille. Vous savez ce que c'est de donner, jusqu'à ce que cela devienne simplement un dû. De voir votre sacrifice digéré si complètement, que plus personne n'en ressent même la saveur. Si c'est votre cas, faites-moi une faveur dès maintenant. Mettez une main sur votre cœur, et rappelez-vous qu'être quelqu'un sur qui l'on peut compter, est un cadeau que vous choisissez d'offrir, et non une dette que vous avez contractée en naissant la première. Ensuite, laissez un commentaire avec un seul mot, pour désigner le membre de votre famille, qui s'est appuyé le plus lourdement sur vous. Je les lis tous. De retour dans la grange, j'ai traversé le reste de la soirée en pilote automatique. J'ai pris ma sœur dans mes bras. Je lui ai dit que j'étais heureuse. Et ce qui est étrange, c'est que je l'étais vraiment, dans une pièce scellée de mon cœur, qui n'avait plus rien à voir avec le reste de mon être. Ce n'est qu'une fois dans la voiture, pendant ces 40 minutes de route de campagne plongée dans l'obscurité, que je me suis autorisé à prendre la pleine mesure de tout cela. Ensuite, je suis rentré chez moi, et j'ai grimpé sur le marchepied, pour atteindre l'étagère du haut du placard de mon bureau. La boîte était exactement là où je l'avais laissée, un peu poussiéreuse, le couvercle raidi par des années sans avoir été ouvert. Je me suis assise sur le sol de mon bureau, toujours dans ma tenue de mariage, et je l'ai parcouru lentement. 5 billets à ordre, un pour chaque année, chacun portant 2 signatures, que je connaissais mieux que la mienne. Carole Sinclair, Ray Sinclair. En dessous, les relevés bancaires, chaque virement que j'avais jamais effectué, surligné avec le même marqueur jaune, le total cumulé, inscrit de ma propre écriture soignée, au bas de la dernière page. C'était un vrai chiffre, pas une fortune, mais le genre de somme qui change une retraite, le genre de dette qu'un jeune couple ressentirait pendant des années. Je suis restée assise là, face à ces chiffres. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti, parce que ce n'était pas un moment digne d'un film. Ce n'était pas un triomphe. C'était du deuil. Principalement, ce deuil très spécifique de voir enfin clairement,
ce que vous aviez passé des années à vous empêcher de voir. Ils n'avaient pas oublié l'argent parce qu'ils étaient cruels. Ils l'avaient oublié, parce que je m'étais rendu si facile à oublier. J'avais emballé mon aide dans un jargon fiscal, dans du silence, et dans des gestes évasifs, et ils avaient tout simplement accepté le cadeau, de la même façon que l'on accepte le beau temps, sans se demander qui a arrangé le ciel. J'ai fermé la boîte. Je n'ai appelé personne. Je n'ai envoyé aucun SMS furieux. Je n'avais pas encore de plan, seulement une certitude tranquille, qui se déposait en moi comme un sédiment. Je n'allais pas effectuer le prochain paiement, et je ne laisserai plus jamais personne de ma famille m'expliquer ce dont j'avais ou non besoin. J'ai remis la boîte en place, mais plus bas cette fois-ci, sur l'étagère que je pouvais atteindre sans le marchepied. Une partie de moi savait déjà que je la voudrais apporter demain. 2 semaines ont passé. Les jeunes mariés sont partis en voyage de noces dans les Smoky Mountains. J'ai arrêté le virement automatique du prêt hypothécaire, celui que j'avais mis en place 5 ans auparavant, et le petit clic mécanique de l'annulation m'a paru plus bruyant qu'il n'aurait dû l'être. Puis ma mère a appelé. Elle a pris sa voix chaleureuse, celle qu'elle utilise quand elle veut quelque chose, et qu'elle a décidé d'être charmante pour l'obtenir. Nous avons parlé du mariage, des fleurs, de la maigreur de tante Patrice. Puis, elle en est venue au fait. Avec la fluidité d'une carte que l'on fait glisser sur une table. Ton père et moi avons réfléchi, m'a-t-elle dit. Maintenant que la maison est à Mégane, cela n'a aucun sens pour nous de tourner en rond, pour chercher un appartement quelconque. Nous avons pensé nous installer au bord du lac. C'est tellement paisible, là-bas. Nous prendrions la chambre du haut. De toute façon. Tu n'y es presque jamais en semaine. Elle a dit cela, comme si elle me rendait service, comme si la maison du lac était un manteau de rechange, dans un placard que nous partagions tous. J'ai remarqué les battements de mon propre cœur. J'ai remarqué que ma voix, lorsqu'elle est sortie, était parfaitement neutre. La voix de la comptable, celle qui annonce de mauvais chiffres, à des clients nerveux. Je lui ai répondu que j'avais besoin d'y réfléchir. Il y a eu un petit silence au bout du fil, le genre de silence qui signifie qu'une personne attendait un oui, et a reçu un peut-être. Puis, elle a ri d'un ton léger et assuré, avant de lancer, réfléchir à quoi, ma chérie? C'est la famille. Après avoir raccroché, je suis resté parfaitement immobile. Assure-toi que tes papiers soient en règle, avait dit Nina. J'ai descendu la boîte de l'étagère, je l'ai posée sur mon bureau, et cette fois-ci, je ne l'ai pas remise à sa place. J'ai retrouvé Nina le lendemain soir, au restaurant où nous allons depuis que nous avons 20 ans. J'avais apporté la boîte. J'ai tout étalé entre le distributeur de serviettes et le ketchup, et je l'ai regardé lire chaque page, avec cette attention froide et méticuleuse, que je l'avais vue accorder à des documents qui décidaient de la vie des gens. Elle n'est pas avocate, et elle l'a précisé à 2 reprises, comme le font toujours les personnes honnêtes dans son domaine de travail. Mais elle a lu plus de contrats que la plupart des avocats, et elle savait exactement ce qu'elle avait sous les yeux. L'acte de propriété de la maison du lac était propre. Un seul propriétaire, moi, pas de copropriété, aucune revendication tacite de la part de qui que ce soit, et absolument rien que les étés de mes parents ne leur ait légalement fait gagner. Ils ont une histoire à propos de cette maison, a-t-elle déclaré. Ils n'en possèdent pas une seule page. Puis, elle a tapoté les billets à ordre. Ceux-ci, en revanche, sont bien réels. Signés, datés, cohérents. C'est une dette, Tori. Une dette documentée, que tes parents ont contractée envers toi, sur une maison qu'ils viennent tout juste de céder à ta sœur. J'ai senti quelque chose se retourner dans ma poitrine. Lentement, et avec certitude. Je lui ai dit que je ne voulais ruiner personne. Je ne voulais pas traîner mes parents en justice, ni reprendre une maison à ma sœur tout juste mariée. Ce n'est pas qui je suis. Nina a hoché la tête, comme si elle s'attendait exactement à cette réponse. Alors ne le fais pas, a-t-elle répliqué. Tu n'as pas besoin de faire la moindre chose agressive. Tu dois juste arrêter de mentir pour eux. Arrête de prétendre que leur histoire est la vérité. Laisse le papier dire ce qu'il a à dire, à voix haute, devant les personnes qui n'ont jamais entendu que leur version. C'est à ce moment-là que ma méthode a enfin pris forme. Pas une vengeance, simplement la fin de mon silence. Je n'avais pas donné de réponse à ma mère. Je veux que vous vous en souveniez, car cela a son importance pour la suite. J'avais dit que j'allais y réfléchir. 3 jours plus tard,
un samedi, j'ai conduit jusqu'au lac pour fermer la maison en prévision d'une tempête imminente. Et il y avait 2 voitures garées dans mon allée de gravier, la berline de mes parents, et l'énorme pick-up noir de Brent. Le coffre de la berline était ouvert. Il y avait des cartons à l'intérieur, des cartons étiquetés, cuisine, salle de bain, livre de papa. Ma mère était sur mon Porsche. Sur mon Porsche, avec un mètre ruban, le tenant contre la fenêtre de devant, comme si elle évaluait le prix de nouveaux rideaux. Mon père se tenait près du ponton, les mains dans les poches, ne regardant pas vraiment quoi que ce soit. Megan et Brent transportaient une lampe à eux deux, en se dirigeant vers ma porte d'entrée. Je me suis garé et je suis sorti, le bruit du gravier résonnait très fort sous mes chaussures. Ma mère s'est retournée et m'a souri, ravie. Pas prise en faute, non. Ravie. Ah, te voilà, a-t-elle lancé. Nous avons pensé que nous allions commencer à prendre des mesures. L'étage bénéficie d'une si belle lumière matinale. J'ai demandé, très calmement, ce qu'il croyait être en train de faire. Et Brent, soulevant la lampe, a répondu pour eux tous, avec la confiance aisée d'un homme à qui cette famille n'avait jamais dit non. On installe tes parents, a-t-elle dit. C'est la bonne chose à faire, Tori. Les biens de la famille devraient aller à la famille qui en a besoin. Elle était là, cette phrase qui allait résonner à travers tout ce qui a suivi. J'ai regardé les cartons dans la voiture, le mètre ruban dans la main de ma mère, la lampe à mi-chemin de ma porte, et j'ai compris que, dans leur esprit, la décision avait déjà été prise. Ils ne demandaient pas la permission. Ils emménageaient. Je n'ai jeté personne dehors. La tempête approchait, la lumière baissait, et 4 personnes avec qui j'avais été élevé, se tenaient sur ma propriété, avec une voiture remplie de toute leur vie. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai gardé les choses courtoises. J'ai dit que nous en parlerions à l'intérieur, et j'ai préparé du café dans ma propre cuisine, pendant que ma famille s'installait autour de ma table, comme s'il me faisait passer un entretien pour obtenir le droit de rester. Ma mère a mené la danse. Elle mène toujours la danse. Elle a parlé de sa nièce, des escaliers de n'importe quel appartement qu'il pourrait louer, de la façon dont une personne de leur âge ne devrait pas avoir à recommencer à zéro avec un bail. Chaque mot était raisonnable. Chaque mot contournait habilement le fait qu'absolument rien de tout cela ne leur appartenait pour le planifier. Megan est intervenue, avec douceur et certitude, cette certitude qu'elle a pour tout ce qui l'avantage. Tu ne l'utilises vraiment pas beaucoup, Tori, a-t-elle glissé. C'est juste vide. Est-ce que ça ne te ferait pas du bien de savoir que maman et papa sont heureux ici? Et Brent, s'adossant sur ma chaise, a de nouveau servi sa réplique, en l'aiguisant cette fois-ci. Les biens devraient aller à la famille qui en a besoin. Il a ajouté, tu as ton appartement en ville. Tu vas très bien. Ils ont besoin de ça. J'ai senti le vieux Will monter en moi. Automatique, ancien, le réflexe de 30 années. J'ai ressenti à quel point il serait facile de leur donner ça aussi, d'être la personne stable une toute dernière fois, et de me détester en silence pour le restant de mes jours. Mon père ne disait rien. Il regardait fixement son café, et j'ai réalisé que le silence dans cette cuisine était entièrement constitué des choses que j'avais payées, et que je n'avais jamais nommées. Alors, je me suis levé, j'ai traversé la pièce jusqu'à l'étagère où j'avais posé la boîte ce matin-là, et j'en ai retiré le couvercle. Je n'ai pas sorti l'acte de propriété. Pas encore. Ce n'était pas le bon moment pour ça. Un instinct m'a soufflé, que de balancer des documents juridiques au visage de ma mère, par-dessus une tasse de café, ne ferait que faire de moi la méchante de son histoire. Au lieu de cela, j'ai passé la main au-delà des billets et des relevés, pour atteindre le tout fond de la boîte, là où une simple feuille pliée résidait depuis 5 ans, adoucie au niveau des plis par une première lecture. C'était une lettre. Mon père l'avait écrite la semaine où j'avais commencé à couvrir le prêt hypothécaire, et l'avait postée à mon appartement, ce qui est une chose que mon père a dû faire, peut-être 3 fois dans toute sa vie. Je l'avais lu une fois, puis je l'avais rangée, parce que ça faisait mal de la garder là où je pouvais la voir. Je l'ai dépliée maintenant, à ma propre table de cuisine, et je ne l'ai pas lue à voix haute. Je l'ai simplement posée devant lui, face à lui, et j'ai regardé son visage changer. L'écriture était la sienne. Tori, disait-elle, je sais ce que je fais. Je demande à ma propre fille de sauver toute cette famille, et je n'en ai absolument aucun droit. Tu ne me fais jamais me sentir petit pour ça. Ce qui est bien plus que ce que je mérite.
Je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. Même si ça doit me prendre le reste de ma vie. Je suis désolé que ce soit encore toi. C'est toujours toi. Et tu n'as pas demandé pourquoi, ne serait-ce qu'une seule fois. Je t'aime, papa. Mon père a mis ses lunettes avec une main tremblante. Il a lu ses propres mots. La cuisine était devenue très silencieuse, ce genre de silence qui a un poids écrasant. Ma mère a tendu la main vers la lettre. Je l'ai doucement recouverte de ma paume, et j'ai dit la seule chose qui était vraie, j'ai tout gardé. Je leur ai dit que je ne l'avais pas gardé pour m'en servir. Je n'avais simplement jamais appris comment jeter une promesse. Personne n'a bougé. Dehors, la première pluie a frappé le lac. Ma mère s'est ressaisie rapidement. Elle le fait toujours. La douceur qui avait traversé la pièce lorsque mon père avait lu cette lettre. Elle l'a ramassée, et l'a repliée, comme si cela l'embarrassait. Elle a déclaré que cette lettre datait d'il y a longtemps. Elle a dit, ton père devient parfois trop émotif. Elle a ajouté, avec un petit rire, que rien de tout cela ne changeait le simple fait que la famille est de la famille, que j'avais beaucoup, qu'ils avaient peu, et quelle sorte de fille laisse ses propres parents manquer de quoi que ce soit. Je l'ai laissé terminer. Puis, j'ai dit non. Je l'ai dit doucement, une seule fois. De la même façon que l'on énonce un solde de clôture. Je leur ai dit que je les aimais. Que je m'assurerais toujours qu'ils soient en sécurité, et logés. Que je m'assierais même avec eux, pour parler honnêtement de l'argent qu'il y avait entre nous, pour la toute première fois. Mais la maison du lac était à moi. Ils n'allaient pas y emménager. Et j'en avais fini de prétendre le contraire, juste pour acheter la paix. Le silence régnait autour de la table. La bouche de Megan s'est ouverte et refermée. La mâchoire de Brent travaillait, comme s'il mâchait quelque chose de dur. Et ma mère m'a regardé pendant un long moment, avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Quelque chose de glacial a glissé derrière ses yeux. Puis, elle a fait la chose sur laquelle toute l'histoire bascule. Elle a souri. Pas un sourire chaleureux. Un petit sourire assuré, presque satisfait. Le sourire d'une femme qui vient de prendre une décision, et qui se contente de vous laisser la découvrir plus tard. Elle s'est levée, a lissé son pantalon, et a dit à tout le monde qu'il était temps de partir, avant que les routes ne deviennent impraticables. Elle a pris son sac à main. Elle est sortie sous la pluie, pour rejoindre la voiture remplie de cartons qu'il ne déballerait pas ici. Elle n'a pas claqué la porte. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a juste souri, et est partie. Et j'aurais dû avoir beaucoup plus peur de ce sourire, que je ne l'ai été sur le moment. Le lendemain matin, c'était dimanche. J'étais de retour dans mon appartement en ville, assise à ma propre table de cuisine avec un café et les mots croisés. La tempête était passée depuis longtemps, tout était lavé et calme. J'avais mal dormi, mais j'avais dormi. Je me souviens avoir pensé que le pire était passé, que j'avais dit ce qu'il y avait de plus difficile à dire, et que j'y avais survécu. Que ce froid glacial, apparu sur le visage de ma mère, finirait par dégeler, comme finissait toujours par le faire ses sautes d'humeur. Puis, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coups fermes, espacés régulièrement, pas le coup frappé par un voisin. J'ai ouvert, et il y avait un adjoint du shérif sur mon palier. Jeune, poli, avec un porte-bloc, et cette expression prudente et neutre, qu'ils sont entraînés à arborer. Il a demandé si j'étais Tori Sinclair. Il a prononcé mon nom, comme s'il le lisait sur un document. Puis, il m'a annoncé qu'un signalement avait été déposé. Un signalement contre moi. Mes parents, m'a-t-il expliqué, s'étaient présentés au poste ce matin-là, pour déposer plainte. Ils affirmaient que leur fille adulte retenait injustement des biens familiaux, et qu'elle avait. Et là, il a choisi ces mots avec soin, abusé financièrement de ses parents âgés. Le café dans ma main m'a soudainement paru étrange et lointain. Abusé financièrement de mes parents. La phrase était tellement à l'envers, si parfaitement inversée, que pendant une seconde entière, je n'ai pas pu faire bouger ma bouche. J'avais porté cette maison pendant 5 ans. Je leur avais prêté une petite fortune, sans jamais leur facturer le moindre centime d'intérêt. Et ma mère était entrée dans le bureau du shérif, pour me décrire comme celle qui les dépouillait. C'était ça, le sourire. Voilà ce que ce sourire avait signifié. Elle n'avait pas perdu. Dans son esprit, elle avait simplement changé de jeu, pour passer à un jeu où le papier n'avait plus d'importance. Où la seule chose qui comptait,
était de savoir qui racontait l'histoire en premier. C'est là que mon métier de comptable m'a sauvé. Si vous paniquez quand quelqu'un en uniforme prononce les mots abus financiers, vous faites du bruit, vous protestez, vous pleurez, et vous avez l'air exactement d'une personne qui a quelque chose à cacher. Je n'ai pas paniqué. J'avais passé 15 ans, à m'asseoir calmement en face de personnes terrifiées à l'idée d'être contrôlées, en leur répétant la même chose à chaque fois. La vérité est ennuyeuse, et la vérité possède des documents justificatifs. J'ai donc invité l'officier à entrer. Je lui ai offert un café, qu'il a refusé, et je lui ai demandé de m'accorder 90 secondes. Je suis allé dans mon bureau, et je suis revenu avec l'acte de propriété de la maison du lac et mon permis de conduire. Je les ai étalés sur la table, côte à côte. Une seule propriétaire, Tori Sinclair. L'adresse correspondait. Le nom correspondait. Il a regardé ces documents pendant un moment. Je lui ai expliqué d'une voix égale, que c'était ma maison, achetée il y a 4 ans avec mes propres fonds, que mes parents avaient été des invités pendant l'été, qui souhaitaient maintenant y emménager définitivement, et que j'avais refusé. Je lui ai précisé qu'il y avait beaucoup plus de documents disponibles s'il le souhaitait. Il n'en a pas eu besoin. Il a posé son porte-bloc, et toute sa posture a changé. Cette façon qu'a une personne de se détendre, lorsque ce qu'on lui a présenté comme une crise, s'avère n'être qu'une dispute de famille. Il m'a gentiment expliqué qu'il s'agissait d'une affaire civile. Un litige immobilier, pas un crime. Il ne pouvait pas m'expulser de la maison dont je possédais l'acte de propriété. Et franchement, a-t-il ajouté, l'argument de l'abus financier ne tenait pas la route, face à un document portant mon nom en tant qu'unique propriétaire. Je l'ai remercié. Il s'est arrêté sur le pas de la porte, et a ajouté doucement, pour ce que ça vaut, madame, la personne qui possède réellement la maison, n'est généralement pas celle dont on profite. Puis il est parti, et je suis resté planté dans ma cuisine, pour enfin commencer à trembler. Il a fallu 2 jours, pour que l'histoire derrière cette histoire ne fuite. Comme c'est toujours le cas, dans une famille incapable de garder un secret pour sauver sa vie. C'était l'idée de Brent. Bien sûr, que ça l'était. Ma sœur me l'a dit elle-même, lors d'un appel téléphonique précipité et défensif, qu'elle a passé à la seconde où elle a pris peur. Brent avait convaincu mes parents, que le meilleur moyen d'obtenir la maison du lac, était d'établir officiellement qu'ils étaient la partie lésée. Frapper les premiers. Déposer la plainte, faire de moi le prédateur, avant même que je puisse penser à me positionner en victime. Il avait supposé, avec l'assurance typique des hommes de sa trempe, qu'il devait y avoir quelque part des documents prouvant que la maison du lac appartenait à la famille. Parce que, dans son monde, la propriété appartient toujours à celui qui en revendique le droit avec le plus d'arrogance. Le détail qui a causé leur perte, était simple. Brent n'avait jamais imaginé une seule seconde, que l'acte de propriété ne portait que mon nom. Ma mère non plus. Ils avaient raconté leur histoire tellement de fois, qu'ils avaient fini par croire que la loi allait la valider. Au téléphone, la voix de Megan était grêle et aiguë. Tori, est-ce vrai que la maison n'est qu'à ton nom? Uniquement au tien. Elle n'arrêtait pas de le répéter, comme si elle avait besoin que je le nie. Et sous sa panique, je pouvais percevoir la chose à laquelle elle n'avait jamais eu à faire face auparavant. La toute première fissure, dans cette religion familiale qui stipulait que ce que Megan et sa mère voulaient, devenait instantanément la réalité. Je lui ai répondu oui. Seulement à mon nom. Depuis toujours, uniquement le mien. Il y a eu un long silence, et puis elle a dit quelque chose, qui m'a fait comprendre que le sol s'était dérobé sous leurs pieds à tous. Maman est furieuse, a-t-elle chuchoté. Elle appelle tout le monde. Elle organise tout un truc au lac. Elle veut que les tantes soient là. Elle veut que cet officier de police soit présent. Elle dit que tu devras t'expliquer, devant tout le monde. Le plan de ma mère, était une réunion de famille. Et il faut bien comprendre que dans ma famille, une réunion n'est pas une conversation. C'est un tribunal. Ma mère en a tenu toute ma vie, dans des salons et sur des patios, rassemblant les proches sur lesquels elle pouvait compter pour hocher la tête, et intentant ensuite un procès, à quiconque l'avait déçu cette saison-là. Elle les gagne toujours, parce qu'elle contrôle le lieu, la liste des invités, et le scénario de l'histoire. Et, parce que le reste d'entre nous a été élevé, pour confondre sa certitude avec de l'autorité. Cette fois, elle avait choisi de le faire au lac. Mon lac. L'audace de la démarche aurait été drôle, si elle n'avait pas été aussi ciblée.
Elle allait tenir audience sur ma propre propriété, entourée de mes meubles, pour prouver que la propriété appartenait réellement à la famille, et que j'étais l'égoïste qui la cachait à son mari malade, et pour protéger sa bonne réputation. Elle a invité mes 2 tantes, Patrice et Lynn, qui ont été témoins de tous les tribunaux Sinclair depuis 40 ans. Et elle a fait une dernière chose. La chose qui m'a prouvé qu'elle ne comprenait absolument pas ce qu'elle avait entre les mains. Elle a appelé le bureau du shérif et a demandé à cet adjoint de venir, présentant cela comme une vérification de bien-être, pour qu'il puisse être témoin du refus de la fille perturbée, de faire ce qui est juste pour ses parents. Elle voulait que les forces de l'ordre fassent partie du public. Elle était tellement sûre que l'uniforme prendrait le parti de l'histoire plutôt que celui du papier, qu'elle a invité la personne même, qui avait déjà lu mon acte de propriété. Quand Meghan m'a raconté cette partie, j'ai littéralement fermé les yeux, et j'ai expiré lentement. J'avais enfin compris que je ne marchais pas dans une embuscade. Ma mère était en train de construire une scène, d'inviter des témoins, et de me sommer d'apporter mes explications. Elle pensait m'assigner à mon propre jugement. En réalité, elle ne faisait que me garantir un public. J'ai passé les jours suivants à me préparer. Et me préparer, pour moi, ça veut dire faire des photocopies. Je ne suis pas une femme qui entre dans une pièce, pour y improviser sa propre défense. J'ai préparé un dossier pour chaque personne qui serait présente. Dans chacun d'eux, j'ai mis une copie propre de l'acte de propriété, les 5 billets à ordre portant les signatures de mes 2 parents, les relevés bancaires avec les 5 années de paiement surlignés, et une unique page de résumé sur le dessus. De simples chiffres, pas d'adjectifs, le total cumulé de ce que j'avais payé, pour une maison qui avait été donnée à ma sœur. Je n'ai pas mis la lettre de mon père dans les dossiers. Elle n'appartenait qu'à lui et à moi. J'ai appelé Nina la veille au soir, et je lui ai lu mon plan. Elle m'a arrêté sur un point précis. Ne discute pas, m'a-t-elle conseillé. Peu importe ce que ta mère dit, peu importe à quel point ça devient moche, ne te défends pas. À la seconde où tu argumentes, cela devient les opinions de 2 personnes. Et elle est meilleure pour les opinions que quiconque au monde. Tu n'es pas là pour gagner un débat. Tu es là pour distribuer des faits, et laisser la pièce faire le reste. Reste silencieuse. Laisse le papier parler pour toi. J'ai écrit cela sur le rabat intérieur de mon propre dossier. Laisse le papier parler pour toi. J'ai dormi 4 heures. Au matin, je me suis habillé comme je le fais pour mes réunions clients les plus difficiles, sobre et repassé, rien dont je doive m'excuser. J'ai chargé les dossiers dans un sac en toile. Et au moment même où je quittais mon appartement, mon téléphone a sonné. C'était mon père, seul. Sa voix était si basse, que j'ai dû presser fermement le téléphone contre mon oreille, pour l'entendre. Tori, m'a-t-il dit, s'il te plaît, n'apporte pas la lettre. Ta mère ne sait pas que je l'ai écrite. Si elle le découvre, ça va briser quelque chose que je ne pourrai pas réparer. Et puis il est resté silencieux, dans l'attente. Un homme pris au piège, entre les 2 femmes de sa vie. Je me tenais sur le pas de ma porte, mes clés à la main, mon père respirant au bout du fil, et j'ai senti peser sur moi tout le poids de ce que j'avais toujours été. La bonne fille le protégerait. La bonne fille porterait son secret, de la même façon qu'elle avait tout porté le reste, elle entrerait dans cette réunion pour encaisser les coups, et garderait sa lettre pliée dans l'obscurité pour toujours, parce que c'est ce que font les personnes stables. Elles absorbent. Elles contiennent. Elles s'assurent que les personnes fragiles n'aient jamais à sentir le sol trembler. Et pendant un instant, j'ai failli le lui promettre. Puis, à la place, je lui ai posé une question. Doucement, parce que je n'étais pas en colère contre mon père. Je n'ai jamais vraiment été en colère contre lui. Papa, ai-je demandé, si tu sais que je dis la vérité, pourquoi la laisses-tu faire ça? La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Je pouvais entendre une horloge, quelque part dans leur cuisine. La même horloge que celle de mon enfance. Parce que je suis un lâche, a-t-il finalement répondu, et sa voix s'est brisée sur ce mot. Parce qu'il est plus facile de te laisser être forte, que de l'obliger à s'arrêter. Ça a toujours été plus facile. C'était la chose la plus honnête, que quiconque dans ma famille m'ait dite depuis des années. Cela a brisé mon cœur, et m'a libéré, tout à la fois. Je lui ai assuré, que je ne lirais pas sa lettre devant toute l'assemblée. Et je le pensais. Mais je lui ai aussi dit que j'allais dire toute la vérité sur l'argent, absolument toute, et qu'il pourrait soit rester assis là, pendant que sa femme me traitait de voleuse, soit trouver pour une fois,
cette chose qu'il n'avait jamais trouvée auparavant. Je n'ai pas prononcé le mot au courage. Je l'ai laissé en suspens. Ensuite, je lui ai dit que je l'aimais, et j'ai raccroché. J'ai conduit pendant 40 minutes vers le nord, jusqu'à ma propre maison, pour être traduite en justice. Ils étaient déjà là quand je suis arrivé, disposés dans mon jardin comme dans une peinture représentant un procès. Ma mère avait disposé mes propres chaises de jardin, en un vague demi-cercle, face à une chaise vide. Le banc des accusés. Le mien. Tante Patrice et tante Lynn étaient assises d'un côté, avec la posture raide et excitée de femmes, qui n'aiment rien tant que les règlements de compte en famille. Megan et Brent se tenaient près du ponton. Mon père était assis à l'extrémité, à moitié tourné, regardant l'eau. Et là, un peu en retrait, en civil mais indéniablement lui, se trouvait l'adjoint du shérif. Ce même jeune homme qui avait lu mon acte de propriété dans ma cuisine, tenant à la main un gobelet de café en carton. Ma mère lui avait, sans aucun doute, mis la pression. Ma mère se tenait au centre de mon jardin, comme si la lumière lui appartenait. Elle n'a pas attendu que je m'assoie. Elle a commencé dès l'instant où mes pieds ont touché l'herbe. Sa voix portait loin, pour que tout le monde entende. Elle jouait la comédie pour les tantes, pour l'officier, pour le lac lui-même. Elle leur a dit que j'avais toujours été difficile, froide, que je mesurais l'amour en euros. Que j'avais une maison qui restait vide pendant que mon père malade, avait besoin d'un endroit pour vieillir, et que je choisissais ma fierté plutôt que mes propres parents. Elle était douée. Je lui reconnaîtrai cela, jusqu'à mon dernier souffle. Elle a construit son récit à merveille, brique par brique, et j'ai vu les visages de mes tantes se durcir contre moi, exactement comme elle l'avait prévu. Puis elle s'est tournée vers moi, certaine de son verdict, et m'a asséné cette phrase que j'avais entendue toute ma vie, celle qu'elle utilisait pour me charger de fardeau depuis mon enfance. « Tu es la personne stable, Tori, a-t-elle dit, avec une voix douce maintenant, presque tendre pour son public. Tu n'as jamais eu besoin de rien. Tu n'as pas besoin de cette maison. Pourquoi fais-tu cela à ta famille ? » Le jardin retenait son souffle. 2 tantes, 2 jeunes mariés, un officier de police, un père silencieux, un lac qui prenait des reflets dorés sous le soleil couchant. Et moi, debout sur cette herbe que j'avais payée, tenant un sac en toile rempli de vérité. Je n'ai pas haussé le ton. Je veux que vous imaginiez bien cette scène, car c'est l'essence même de ce que je suis. Ma mère venait de se donner en spectacle pendant 10 minutes. La chose naturelle, la chose humaine à faire, aurait été de crier plus fort qu'elle, de rivaliser avec sa ferveur avec ma propre colère. J'en avais toutes les raisons. J'ai choisi l'autre voie. J'ai posé mon sac sur la table du patio, je l'ai ouvert, et j'ai commencé à distribuer les dossiers. Un pour tante Patrice, un pour tante Lynn, un pour Megan dont la main tremblait déjà. Et un dernier, après une petite pause, pour l'officier, qui l'a pris avec un léger hochement de tête. Je n'en ai pas donné à ma mère. Je ne lui ai absolument rien donné à tenir. Je ne vais pas débattre avec vous, ai-je dit, et ma voix était si douce que le lac l'a presque englouti. Du coup, ils ont tous dû se pencher pour l'entendre. Je vais juste vous montrer ce qui est vrai. Je leur ai expliqué clairement ce qu'il y avait dans le dossier, l'acte de propriété de la maison sur laquelle nous nous trouvions. Un seul nom, le mien, acheté avec mon propre argent il y a 4 ans. Ensuite, je leur ai parlé de l'autre maison. La maison familiale, celle qui avait été offerte à Megan au mariage. Je leur ai expliqué que, pendant 5 ans, j'avais payé son prêt hypothécaire, que sans ces paiements, il n'y aurait eu aucune maison à offrir à qui que ce soit. Et puis, je leur ai demandé de se référer aux billets signés, dans lesquels mes parents, de leur propre écriture, année après année, avaient reconnu la dette. Le jardin est devenu si silencieux, que je pouvais entendre le ponton grincer. La bouche de tante Patrice s'est ouverte en lisant. Tante Lynn a porté la main à sa gorge. J'ai regardé ma mère, qui pour une fois dans sa vie n'avait rien à dire, et je lui ai livré la seule phrase que j'avais répétée. Je ne prends rien à personne. J'ai ajouté, j'en ai juste fini de payer, pour une maison qui a été donnée en m'ignorant totalement. L'officier fut celui qui a mis fin à la scène, et il l'a fait sans élever la voix lui non plus. Il a lu le dossier pendant un instant, l'acte de propriété, la page de résumé au-dessus, puis il s'est levé et s'est adressé directement à ma mère, toujours aussi poli, mais sans appel. Il a déclaré qu'il avait déjà examiné le titre de propriété de cette maison plus tôt dans la semaine. Qu'il s'agissait sans aucun doute, d'une affaire civile et non pénale,
et qu'il n'y avait absolument rien ici, qui puisse s'apparenter à de l'abus financier. Puis il a ajouté ce qui a vidé l'air de tout le jardin. Madame, a-t-il dit à ma mère, au contraire, ces documents montrent que votre fille est la créancière ici, et non l'inverse. Je ferai attention, avant de répéter ces accusations d'abus. Les fausses déclarations entraînent leur propre lot de problèmes. Et il a penché la tête dans ma direction pour me saluer, et il est parti, contournant la maison pour rejoindre sa voiture. Et nous avons tous écouté le moteur démarrer, et s'éloigner. C'est à ce moment-là que ma mère a craqué. Tout ce qu'elle avait contenu dans son corps rigide et assuré, s'est effondré d'un seul coup. Elle n'a pas pleuré. Ma mère ne pleure jamais. Elle s'est retournée contre moi, sa voix devenant enfin forte, devenant enfin hideuse, montrant enfin à l'assemblée, la chose avec laquelle j'avais vécu en privé, pendant 30 ans. Tu as gardé des papiers secrets sur tes propres parents, a-t-elle hurlé. Tu t'es assise à ma table, avec un sourire, et pendant tout ce temps tu récoltais des preuves, après tout ce que nous t'avons donné. Je l'ai regardée, avec un calme que je n'avais encore jamais réussi à atteindre devant elle, et j'ai fait le bilan le plus vrai que je n'ai jamais énoncé à voix haute. Tu as offert une maison à Megan, ai-je dit. Tu m'as donné une pile de reconnaissance de dette, que tu as oublié avoir signée. Patrice a émis un petit son étouffé. Lynn a baissé les yeux vers l'herbe. Et ma mère s'est retrouvée debout, au centre du jardin qu'elle avait essayé de s'approprier, entourée de personnes qui venaient de lire, de sa propre écriture, ce qu'elle avait passé toute une vie à dissimuler, pour s'assurer que personne ne tienne les comptes. Megan tenait toujours son dossier. Je l'ai observé lire la page de résumé une seconde fois, et j'ai vu le moment où elle a réalisé le vrai montant. Le moment où elle a compris que la maison qui lui avait été offerte à son propre mariage était assortie d'une dette documentée. Une dette qui m'était légalement due, reposant sur les murs même où elle vivait désormais. Son visage a pâli. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois de nos vies, il n'y avait plus aucune certitude dans son regard. Plus aucune de ces suppositions faciles, que le monde allait simplement s'arranger autour de son confort personnel. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé, d'une toute petite voix. Pour la maison, pour nous? J'aurais pu l'effrayer. Je ne vais pas prétendre que je n'en ai pas été tenté. Qu'une partie de moi ne voulait pas qu'elle ressente, ne serait-ce que le temps d'un après-midi, une petite fraction du terrain miné, sur lequel j'étais resté seul pendant 5 ans. Mais je ne suis pas ma mère. Je ne gagne pas en rabaissant les autres. Brent, qui avait été si bruyant dans ma cuisine, qui m'avait répété à 3 reprises que la propriété devait aller à la famille qui en avait besoin, était devenu complètement silencieux près du ponton. Et ce silence était en soi une forme de justice. Alors je me suis tourné vers lui, et je lui ai rendu ses propres mots, doucement, comme si on tendait à quelqu'un le manteau qu'il avait laissé tomber. Tu avais raison, Brent, ai-je dit. Les biens devraient aller à la famille qui les a payés. Il n'a pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Toute l'architecture de leurs privilèges acquis, qui avait organisé ma famille pendant 30 ans, venait d'être étalée sur une table de jardin, en chiffres simples et nets. Et pas un seul d'entre eux n'a pu trouver une page à contester. Le lac était devenu entièrement doré, désormais. Quelque part, un moteur de bateau vrombissait, et pour la première fois, la chose la plus bruyante lors d'une réunion de la famille Sinclair, c'était le silence. Je n'ai pas pris la maison de ma sœur. Je veux le dire clairement, parce que je sais comment ces histoires sont censées se terminer, la personne lésée saisissant tout ce qui lui est dû, et repartant victorieuse. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et ce n'était pas ce que je voulais. Ce que je désirais, c'était d'arrêter d'être invisible. Et il s'est avéré que c'était une chose, que je pouvais m'offrir à moi-même, sans avoir besoin d'enlever le moindre mur à qui que ce soit. Je leur ai fait une offre à cette table, alors que la fraîcheur du soir s'installait. J'allais annuler la dette. L'effacer totalement, pour l'intégralité de ces 5 années. Aucun remboursement exigé, aucune réclamation sur la maison de Megan. À 3 conditions. Et celles-ci, je les avais apportées par écrit, aussi. Car j'avais enfin appris que dans ma famille, une gentillesse prononcée à voix haute, s'évaporait dès le lendemain matin. Premièrement, que mes parents cessent définitivement de traiter ma propriété et mon argent, comme des ressources familiales partagées. Deuxièmement, qu'ils organisent leur propre retraite honnêtement, avec les revenus qu'ils possédaient réellement, et que je les aiderai à le faire en tant que fille, et non en tant que banque. Et troisièmement, de véritables excuses. Pas adressées à l'assistance. Adressées à moi,
à voix haute, assise à cette table, devant ces mêmes tantes qui venaient tout juste de me voir traîner en justice. Mon père a commencé. Il a signé la page, d'une main tremblante. Et puis, il a levé les yeux vers moi, le regard mouillé, et a dit qu'il était désolé d'avoir connu la vérité pendant 5 ans, et de m'avoir laissé porter ce fardeau, simplement parce que c'était plus facile. Il a ajouté qu'aucune fille ne devrait avoir à être aussi forte, pendant si longtemps. Ma mère a été la plus longue. Elle se tenait au bord du patio, les bras croisés, et je ne savais vraiment pas si elle allait le faire. Mais les tantes regardaient, et les papiers étaient bien réels. L'histoire dans laquelle elle avait vécu toute sa vie, avait finalement heurté un mur qu'elle ne pouvait pas contourner avec de belles paroles. Elle a signé en dernier. Ses excuses étaient minces, raides, et lui avaient clairement coûté tout ce qu'elle possédait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la toute première fois que ma mère me prononçait les mots « je suis désolé », en le pensant ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et j'ai décidé que ce « pas grand-chose » était suffisant pour commencer à reconstruire. J'ai gardé la maison du lac. J'ai cessé de payer pour l'autre, de façon définitive. Et en rentrant chez moi ce soir-là, avec 40 minutes de route longeant les eaux sombres à ma gauche, j'ai baissé les vitres, et j'ai laissé le froid entrer. Et j'ai ressenti quelque chose, que je n'avais jamais ressenti de ma vie entière, après une réunion de famille. J'ai eu l'impression d'être une personne qui avait été présente dans la pièce. Pas le mur, pas la personne stable. Une personne qui comptait, enfin. Qui était là, tout simplement. L'amour n'est pas synonyme d'être disponible pour être utilisé. Et garder une trace claire de ce que vous donnez, n'est pas un acte froid. C'est simplement se rappeler de sa propre valeur, à voix haute. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà ce que l'on ressent. La fille discrète. Les reçus oubliés. Le sourire, juste avant que l'on ne frappe à la porte. Peut-être que vous avez été la personne stable, vous aussi. Le mur sur lequel tout le monde s'appuie, et que personne ne remercie jamais. Si les limites posées par Tori vous ont donné ne serait-ce qu'un peu de courage ce soir, dites-moi dans les commentaires où vous avez trouvé le vôtre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous à Calm Drama Stories, parce que les personnes qui donnent le plus discrètement, méritent, au moins une fois, d'avoir le dernier mot prononcé à voix haute. Votre histoire sera peut-être la prochaine, que nous raconterons.